Un soir d'automne, dans la cuisine encore tiède d'un appartement parisien, le téléphone de sa femme s'allume. Sur l'écran, un message. Juste un cœur rouge et un prénom qu'il ne connaît pas. Jean-Marie Bigard n'a pas crié, il n'a pas éclaté. Il a simplement regardé l'écran, puis regardé la femme qu'il aimait depuis tant d'années, et il a compris. Tout. En une seconde. Comment l'homme qui faisait rire la France entière pouvait-il pleurer dans le noir de son propre salon? Pourquoi le maître de la provocation, de l'humour cru et assumé, se retrouvait-il démuni devant une trahison intime? Quand les projecteurs s'éteignent, que reste-t-il d'un homme dont la vie entière fut un spectacle? Et que fait-on quand on découvre que le plus grand mensonge ne venait pas du public, mais de chez soi? Jean-Marie Bigard n'est pas un homme ordinaire. Né à Troyes en 1954, il grandit dans une famille modeste, marquée très tôt par la disparition de sa mère. Cette blessure originelle, il l'a toujours portée, souvent déguisée sous une armure de provocation. Très jeune, il se découvre un sens inné du comique et un besoin vital d'exister sur scène. Mais son parcours n'a rien d'un conte de fées. Avant de remplir les plus grandes salles de France, il a connu les petits cafés-théâtres, les tournées mal payées, les années de galère. C'est à Paris que tout change. Là, il forge son style, cru, frontal, souvent vulgaire, mais terriblement efficace. Il parle du corps, du sexe, de la bêtise humaine avec une liberté totale, et le public l'adore. Dans les années 1990 et 2000, Bigard devient un phénomène. Zénith, Bercy, émissions de prime time, son visage est partout. Il devient même un proche du président Nicolas Sarkozy, qu'il tutoie à la télévision. On le déteste ou on l'adule, mais on ne l'ignore jamais. Dans cette montée vers les sommets, une femme est là. Lola Marois, comédienne de son état, plus jeune que lui de 28 ans. Leur histoire commence dans l'ombre, se poursuit sous les flashs des photographes. Ensemble, ils forment un couple inattendu, mais solide en apparence. Elle apparaît dans ses spectacles, il la soutient dans ses projets. Dans les interviews, il parle d'elle avec passion. Pour lui, elle représente la douceur, l'équilibre, la nouvelle vie après les excès. Mais derrière les images de bonheur relayées dans les magazines, quelque chose s'effrite lentement. Jean-Marie est un homme intuitif, et ce qu'il commence à ressentir n'a rien à voir avec une scène. C'est dans le silence, dans les regards absents, dans l'humour qui tombe à plat, qu'il devine que l'histoire change. Un soir, alors qu'il rentre plus tôt d'un enregistrement, il la surprend seule, absorbée dans son téléphone, un sourire discret sur les lèvres. Elle range vite l'appareil. Lui, il fait semblant de ne rien voir, mais dans sa poitrine, un malaise grandit. Ce n'est pas la première fois qu'il ressent ce genre de trouble, mais cette fois-ci, il sait que ce n'est pas un sketch. Jean-Marie Bigard a toujours prétendu qu'il sentait les choses avant de les comprendre. Dans sa vie d'artiste, cette intuition lui a souvent sauvé la carrière. Dans sa vie privée, elle allait devenir une torture lente. Les jours suivants, il commence à observer, pas comme un détective, mais comme un homme qui a peur d'avoir raison. Chaque détail devient une alarme silencieuse. Les silences s'allongent, les rires se raréfient, les conversations se limitent à l'essentiel, comme si les mots inutiles avaient disparu de la maison. Lola n'est plus la même. Elle répond par automatisme, évite son regard, prétexte la fatigue. Le soir, elle s'éclipse tôt dans la chambre, téléphone en main. Lui reste dans le salon face à la télévision éteinte, incapable de suivre ses propres pensées. Il ne veut pas fouiller, il ne veut pas espionner, parce qu'au fond, il redoute plus la confirmation que le doute lui-même. Dans son esprit, une idée absurde s'installe. Peut-être que tout cela n'est qu'une phase, une illusion, un passage à vide comme tant d'autres. Mais Jean-Marie Bigard n'est pas un homme ordinaire. Toute sa vie, il a affronté le réel frontalement, parfois brutalement. Cette fois pourtant, il recule. Parce que ce combat-là ne se fait pas sur scène, il se joue dans la cuisine, dans la chambre conjugale, dans les gestes anodins qui ne trompent plus. Un matin, il lance une blague qu'il répète depuis des années. D'habitude, elle riait toujours. Cette fois, elle ne réagit pas. Elle se contente d'un sourire poli, presque gêné. Ce sourire-là le frappe plus fort que n'importe quelle insulte. Le couple autrefois fusionnel fonctionne désormais comme deux colocataires. Lui voyage moins, décline des invitations, prétexte un besoin de repos. En réalité, il surveille l'espace, le temps, les absences. Chaque vibration de téléphone déclenche une tension physique. Son cœur se serre, avant même qu'il ne sache pourquoi. Il se propose à compter les minutes, à écouter les pas dans le couloir,
à deviner les messages qui ne lui sont pas destinés. Un soir, alors qu'elle prend une douche, le téléphone est posé sur la table de la cuisine. L'écran s'allume, une notification apparaît. Pas un appel, pas un message banal, juste un prénom qu'il ne reconnaît pas, et un symbole universel, un cœur, rouge, simple, implacable. Il ne touche pas l'appareil, il ne lit pas le message, il n'en a pas besoin. À cet instant précis, toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Ce n'est plus une peur, ni une intuition, c'est une certitude muette. Le monde ne s'écroule pas brutalement, il se fissure lentement, en silence, comme une scène qui se vide après le dernier applaudissement. Jean-Marie Bigard s'assoit, il attend, il sait que ce qui va suivre n'aura rien de drôle et qu'il n'existe aucun sketch pour survivre à ce moment-là. Avant que tout ne s'effondre, Jean-Marie Bigard était au sommet d'un empire construit à force de travail, d'audace et de démesure. Il n'était pas simplement un humoriste populaire, il était une marque à lui seul. Ses spectacles, des animaux et des hommes, Bigard met le paquet ou encore Nous les femmes, faisaient salle comble dans les zéniths de France, parfois des mois à l'avance. Il osait dire ce que personne d'autre ne disait, avec un franc-parler cru, souvent controversé mais indéniablement puissant. Ses punchlines devenaient virales avant même l'ère des réseaux sociaux. Dans les médias, il faisait figure d'outsider radical, à la fois adoré et détesté. Certains intellectuels le méprisaient, mais lui s'en moquait. Il était l'ami du peuple, celui qui disait merde au code, à la bienséance, au politiquement correct. Il avait ses fidèles, son public, et surtout une place inamovible dans le cœur de ceux qui voyaient en lui une sorte de Cyrano moderne, excessif, romantique et terriblement humain. À côté de lui, il y avait Lola. Leur couple très médiatisé étonnait et fascinait. Elle, jeune actrice ambitieuse, belle et vive. Lui, figure bien établie, provocateur assumé. Ensemble, ils posaient dans les magazines, donnaient des interviews complices, apparaissaient sur les tapis rouges. Leurs regards, leurs gestes tendres, tout semblait sincère. Ils formaient cette image de bonheur atypique mais intense, presque impénétrable. Beaucoup pensaient que leur différence d'âge deviendrait un problème, mais au contraire, Jean-Marie la revendiquait comme une force. Il parlait d'elle sur scène, avec affection. Dans ses sketchs, elle devenait une muse moderne, à la fois femme fatale et amante loyale. Dans les coulisses, elle était là, discrète, attentive. Quand il rentrait vidé après une tournée, elle l'attendait avec un verre de vin et un sourire. Il disait d'elle qu'elle était son ancre, son équilibre, sa deuxième vie. Même lors des moments de tension publique, comme ses frasques politiques ou ses clashs médiatiques, elle restait à ses côtés. Leur complicité semblait à l'épreuve des tempêtes. Il y avait quelque chose de théâtral mais aussi de sincère dans leur amour. Les caméras les adoraient, et eux, sans en abuser, en jouaient parfois. On les voyait dans les galas, les avant-premières, les spectacles. Lola riait à ses blagues, même les plus osées. Il lui lançait des regards amoureux pendant ses spectacles, comme pour lui dire « Tu es la seule à comprendre vraiment ce que je fais là ». Mais ce que personne ne voyait, c'était ce que Jean-Marie commençait à percevoir dans l'intimité. Des détails que seul un homme amoureux peut détecter. Un changement dans la façon dont elle le touche, une distance dans les conversations, des absences prolongées. Il ne voulait pas y croire. Après tout, leur histoire avait résisté à tant de jugements. Pourquoi flancher maintenant, alors que tout semblait si solide ? Si Jean-Marie Bigard brillait autant, c'est parce qu'il avait appris à transformer sa douleur en rire. Chaque blessure, chaque humiliation d'enfance, chaque solitude transformée en tirade comique. Il disait souvent « Le public, c'est mon psy, et le rire, c'est ma thérapie ». En retour, la France entière riait de ses mots. Même ceux qui le critiquaient ne pouvaient nier son impact. Mais plus la lumière est forte, plus l'ombre est profonde. Derrière les rideaux rouges et les micros sans fil, Bigard traînait un poids qu'il taisait. Ce n'était pas la peur de vieillir, ni la crainte de perdre la scène. C'était plus intime, plus sourd, le sentiment diffus qu'on ne l'aimait pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il représentait. Même dans les bras de Lola, cette pensée le hantait parfois. Et puis il y avait ce besoin de contrôle, il le reconnaissait lui-même. Après avoir grandi dans l'instabilité, il voulait que tout soit maîtrisé, sa carrière, son image, son couple. Pas par orgueil, mais par peur de tout perdre. Il voyait dans sa femme à la fois une muse et un repère. Il se raccrochait à elle, peut-être plus qu'elle ne s'en rendait compte. Dans ses spectacles, il glissait des allusions à leur vie, comme des rappels codés de leur amour, de leur complicité. Mais la célébrité a un prix, l'agenda sature, les déplacements s'enchaînent, et au fil des mois, quelque chose se fissure. Ce n'est pas une crise brutale, mais une usure lente.
Il commence à sentir que Lola est moins présente, moins investie. Elle rit toujours, mais ses yeux semblent ailleurs. Et lui, sur scène, commence à forcer le trait, comme s'il jouait pour retrouver ce regard perdu. Un soir, après un spectacle triomphal à Marseille, il appelle Lola dans la loge. Elle ne répond pas. Sa voix est tendue, presque distante. Il lui parle de la standing ovation, des larmes du public, du journaliste qui a salué un moment d'anthologie. Mais elle répond mécaniquement « C'est bien mon amour, je suis contente pour toi ». Et là, dans cette loge vide, au milieu des fleurs fanées et des costumes froissés, il comprend. Le succès ne suffit plus, ni pour elle, ni pour lui. Il est acclamé par des milliers, mais il rentre chaque soir un peu plus seul. Le rire qui était son refuge devient une cage dorée. Il ne rit plus de bon cœur, il joue, il répète, il survit. Pendant que les flashs crépitent et que les fans demandent des selfies, son monde intime vacille. Il se demande si dans les coulisses, quelqu'un d'autre ne l'a pas déjà remplacé. Il se demande si Lola, elle aussi, ne joue pas un rôle. Dans les semaines qui ont suivi ce spectacle à Marseille, une tension sourde s'est installée chez Bidart. Il continuait à jouer, à rire aux commandes, à tenir son rôle de provocateur adoré. Mais son cœur n'y était plus. Chaque pas vers la scène devenait plus lourd, chaque rire du public sonnait un peu plus faux à ses oreilles. L'humoriste était là, mais l'homme, lui, s'éteignait à petit feu. Il pensait à Lola sans arrêt, à ses absences de plus en plus longues, à ces soirées où elle disait « travailler tard » ou « voir une amie ». Il voulait la croire, il voulait encore lui faire confiance, mais au fond, une certitude naissait, douloureuse, persistante. Il n'était plus l'homme de sa vie, il n'était plus celui qui faisait battre son cœur. Pourtant, il gardait le silence, il n'interrogeait pas, il n'accusait pas, il observait, comme s'il attendait un geste, un mot, une accidence qui confirmerait ses peurs. Et ce moment finit par arriver d'une façon presque absurde. Une soirée ordinaire, sans tension apparente, Lola préparait le dîner, son téléphone posé sur le plan de travail, écran allumé. Une notification. Jean-Marie, par réflexe, jeta un œil. « Je pense à toi ». Le message n'était pas pour lui. Le prénom affiché n'était pas un prénom de frère, ni un ami de longue date, juste un prénom d'homme, inconnu, familier dans la manière dont il s'adressait à sa femme. Jean-Marie n'a pas crié, il n'a pas jeté le téléphone, il n'a pas fait de scène. Il s'est contenté de s'asseoir, le souffle coupé, les mains tremblantes. Ce qu'il ressentait à cet instant n'était pas de la colère, c'était une forme d'anéantissement, comme si tout à coup, toutes les certitudes de sa vie venaient de s'effondrer. Il savait que poser des questions reviendrait à ouvrir une porte qu'il ne pourrait plus refermer. Mais il ne pouvait plus faire semblant. Le lendemain, il invita Lola à parler, pas pour l'accuser, mais pour savoir, pour comprendre. Et ce qu'elle lui dit dépassait tout ce qu'il redoutait. Oui, elle le voyait. Oui, elle l'aimait. Mais pas de la même façon, pas avec la même intensité, pas avec ce feu qu'elle ressentait pour l'autre. Jean-Marie Bigard ne pleura pas devant elle. Mais à l'intérieur, un monde entier s'écroula. Cette femme qu'il avait tant aimée, tant protégée, n'était plus sienne. Elle ne l'était peut-être plus depuis longtemps, et il ne l'avait pas vue, ou refusé de le voir. Il pensait à ses fans, à ses sketchs, à ses « je t'aime » criés sur scène. Tout lui semblait maintenant dérisoire, vide, faux. Quand Jean-Marie Bigard quitte le domicile conjugal, il ne prend pas seulement ses effets personnels, il emmène avec lui le poids d'un silence qu'il a longtemps gardé pour lui. Car à ce moment-là, il fait un choix radical. Ne pas rendre publique la douleur, ne pas transformer la trahison en spectacle. Lui qui a bâti sa carrière sur l'exagération, la mise à nu, choisit pour une fois de se taire. Du moins pour un temps. Mais le monde médiatique n'a jamais su respecter le silence. Très vite, des rumeurs circulent. On évoque une crise de couple, des disputes fréquentes, des tensions liées à l'écart d'âge. Les tabloïds s'en emparent. Jean-Marie Bigard et Lola Marois, la fin d'un amour, titrent certains magazines. Elle dément, lui esquive, mais l'agitation s'amplifie. Et puis un article paraît, discret mais lourd de sous-entendus. On y parle d'un homme de l'ombre, d'un comédien croisé à plusieurs reprises aux côtés de Lola. L'information n'est ni confirmée ni démentie, mais elle s'insinue dans l'opinion. Pour Bigard, c'est une nouvelle trahison, non pas celle de Lola cette fois, mais celle du regard public. Lui qui voulait protéger ce qu'il restait de leur histoire, se retrouve exposé, jugé, moqué. Les réseaux sociaux s'enflamment, certains s'indignent pour lui, d'autres raillent sa situation. Quand on vit avec une femme plus jeune, faut s'attendre à ce qu'elle parte, commandent certains internautes sans filtre. Dans ce tumulte, une interview de Lola vient raviver la blessure.
Invitée sur un plateau télé pour parler d'un projet théâtral, elle se voit poser une question sur sa vie personnelle. Elle esquive, puis finit par dire « On traverse une période de remise en question, mais je suis une femme libre et j'ai le droit d'aimer. » Cette phrase, prononcée avec calme, résonne dans l'esprit de Jean-Marie comme un uppercut. Le droit d'aimer, bien sûr, mais à quel prix? Il repense à tous les sacrifices qu'il a faits, aux spectacles annulés pour être présent, aux nuits blanches à l'attendre. Était-ce cela, aimer? La presse people, friande de scandales conjugaux, commence alors à déterrer d'anciennes interviews où Bigard parlait de jalousie, de fidélité, de peur de l'abandon. On les monte en épingle, on les juxtapose aux images actuelles de Lola plus souriante, plus libre, parfois même aperçue avec ce fameux homme de l'ombre. Le doute se transforme en certitude publique, et Bigard, bien qu'il n'ait jamais confirmé quoi que ce soit, devient malgré lui le héros tragique d'un roman sentimental étalé en kiosque. Au fil des semaines, Jean-Marie Bigard s'efface du paysage médiatique. Lui qui n'a jamais reculé devant un micro ou une polémique, choisit cette fois la disparition. Il décline les interviews, annule ses interventions télé, repousse les dates de ses spectacles. Pour le grand public, c'est une pause. Pour ses proches, c'est un effondrement. Ce qu'aucun article ne raconte, c'est ce que vit Bigard entre les murs de son nouvel appartement, modeste, impersonnel, loué à la hâte. Un 2 pièces en banlieue parisienne, sans souvenir ni histoire. Il y vit seul, avec ses pensées et son désespoir. La nuit, il écrit. Pas des sketchs, pas des blagues, juste des mots, des aveux, des lettres à Lola qu'il n'enverra jamais, des dialogues intérieurs qu'il se repasse en boucle. Le scandale qui le ronge, ce n'est pas celui des tabloïds, c'est celui d'avoir été trahi sans l'avoir venir voir, celui de s'être montré vulnérable dans un monde qui attendait de lui qu'il soit toujours fort, toujours drôle. Il repense à toutes ces fois où il a défendu l'amour dans ses textes, à cette phrase qu'il répétait « Le couple, c'est 2 solitudes qui dansent ensemble ». Il n'avait pas vu que la sienne dansait déjà ailleurs. Un jour, il reçoit un appel de son agent. « Il faut réagir, Jean-Marie. Tu ne peux pas laisser les gens penser que tu es fini. » Mais il ne répond pas. Ce n'est pas une question de carrière, c'est une question d'identité. Qui est-il sans Lola, sans son rire, sans ses regards complices dans les coulisses, sans ses messages de soutien après les spectacles difficiles? Il réalise que dans cette relation, il avait trouvé une forme d'équilibre qu'aucun succès ne lui avait jamais offert. Et c'est peut-être cela le vrai scandale, avoir mis toute sa force dans un amour qui ne lui appartenait plus, avoir cru, naïvement, qu'on pouvait protéger un cœur comme on protège une scène. Mais la scène, elle, l'attend toujours. Un producteur lui propose une nouvelle tournée. Il hésite. Peut-on encore faire rire quand on n'a plus envie de sourire? Il repense à Coluche, à Desproges, à tous ces humoristes qui cachaient leurs larmes derrière des grimaces, et il comprend que le spectacle ne s'arrête jamais, il change juste de ton. Alors, un soir, il remonte sur scène, pas pour fuir, pour affronter. Il parle de son malheur, sans nommer personne. Il évoque la solitude, la trahison, le vide. Le public crie, puis se tait. Et dans ce silence, une vérité éclate. Ce n'est plus un comédien qui parle, c'est un homme qui revient à la vie. Dans les mois qui ont suivi cette confession publique voilée sur scène, Jean-Marie Bigard s'est réinventé sans le vouloir. Non pas comme un humoriste nouveau, mais comme un homme brisé qui accepte de marcher en boitant. Son retour sur les planches ne ressemblait plus à une performance, mais à un exorcisme. Il ne jouait pas un rôle, il survivait à voix haute. Ses mots, jadis bruyants et provoquants, portaient désormais une gravité que le public n'avait jamais entendue. Et paradoxalement, cela le rendait plus humain, plus touchant. Mais le succès d'un soir ne suffit pas à apaiser les nuits longues et vides. Dans son appartement, Bigard continuait de vivre au ralenti. Les murs ne résonnaient plus que de silence pesant. Il ne cuisinait presque plus, se nourrissait de plats froids et de souvenirs brûlants. Il évitait les miroirs, non pas par honte, mais pour ne pas croiser le regard d'un homme qu'il ne reconnaissait plus. Les rares amis qui osaient l'appeler recevaient des réponses courtes, polies, mais distantes. Il avait honte, même si rien de ce qui lui était arrivé ne relevait de la faute. Il avait honte d'avoir aimé plus fort qu'il n'aurait dû, d'avoir fait confiance sans condition. Le doute rongeait ses souvenirs. Et si tout n'avait été qu'une illusion? Et si Lola n'avait jamais vraiment été là? Un jour, il reçut une invitation à un talk-show populaire. L'émission promettait un moment d'authenticité, mais il savait que les producteurs espéraient une explosion, une phrase choc, un clash. Il déclina, pas par peur, par respect pour lui-même. Il ne voulait pas transformer sa douleur en spectacle. Mais les médias, eux, ne désarmaient pas.
Chaque apparition publique de Lola, chaque photo volée, chaque commentaire anodin était interprété, déformé, amplifié. On parlait d'un nouvel homme dans sa vie, d'une seconde jeunesse. Jean-Marie, lui, devenait le fantôme d'un passé embarrassant. Même dans le silence, il dérangeait. Et pourtant, malgré tout, une chose l'empêchait de sombrer, l'écriture. Chaque nuit, il couchait ses pensées, ses colères, ses regrets. Il ne cherchait plus à faire rire, il écrivait pour comprendre, pour réparer. Il confia à un ami éditeur quelques pages. Celui-ci, bouleversé, lui proposa de publier. Il hésita, puis accepta. Le livre sortit sous un titre sobre, « Rire n'est pas fuir ». Une confession pudique, sans règlement de compte, mais terriblement sincère. Le public répondit avec bienveillance. Beaucoup se reconnurent dans ces mots. Trahison, perte, solitude, mais aussi résilience. Lola, de son côté, garda le silence. Elle ne commenta jamais le livre, ni les spectacles, ni les articles. Elle poursuivit sa carrière, plus discrète. Certains y virent une forme de respect, d'autres une indifférence cruelle. Jean-Marie, lui, ne chercha pas à la blâmer publiquement. Dans une interview rare, il déclara simplement « J'ai aimé, c'était vrai, et c'est fini. Le reste ne m'appartient plus ». Mais ce que le public ne vit jamais, ce fut cette nuit d'automne où il revint seul dans leur ancienne maison, désormais vide. Il fit le tour des pièces, s'arrêta longuement dans le salon, là où tant de rires avaient résonné. Il ne pleura pas, il posa une main sur le mur, ferma les yeux et murmura « Merci quand même ». Parce que malgré tout, même les histoires qui se terminent mal ont eu des débuts heureux. Et parfois, cela suffit pour avancer. Aujourd'hui, Jean-Marie Bigard n'est plus le même. Il a vieilli, bien sûr, mais plus encore, il a changé de regard, sur lui, sur les autres, sur la vie. Là où il frappait fort, il questionne maintenant. Là où il faisait hurler de rire, il provoque désormais le silence. Pas par faiblesse, mais par maturité, par cicatrice. Il n'a jamais renié son passé, ni ses blagues crues, ni ses excès, ni son amour pour Lola. Il les assume tous comme les chapitres d'un roman agité, imparfait, mais authentique. Ce qu'il a vécu l'a brisé, mais aussi ouvert, à une autre forme de sensibilité, à une autre manière de toucher le public, non plus en criant, mais en murmurant. Il ne parle presque jamais de ce qu'il s'est passé. Ce qu'il a raconté, il l'a déjà fait une fois dans un livre, sur une scène. Ensuite, il a choisi le silence. Non pour oublier, mais pour ne pas déformer. Car les souvenirs, comme les amours, s'abîment quand on les expose trop. Alors, il continue, à son rythme. Un spectacle par an, un public plus intime, plus fidèle, moins de provocation, plus de vérité. Et dans chaque rire qu'il arrache, il y a une nuance nouvelle, une douleur domptée, une dignité retrouvée. Ce n'est plus le Bigard d'avant, mais peut-être est-ce enfin le Bigard tout court. Et vous, croyez-vous qu'on puisse un jour vraiment se reconstruire quand ce qu'on a perdu est ce qu'on croyait être pour toujours ?